Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'impression 3D. Habituellement sur ma chaîne, quand on parle d'imprimante 3D, on parle d'imprimantes 3D de type FDM, c'est-à-dire des imprimantes 3D qui prennent du filament, comme par exemple ce filament PLA noir juste ici. Vous voyez un tout petit filament. On fait fondre le filament, ça sort de la buse et on accumule des couches et ça nous fait un objet imprimé en 3D. Sauf qu'aujourd'hui, on va pas regarder une imprimante FDM, on va regarder une imprimante à résine de type DLP. Dans la description de la vidéo, il y aura des liens pour ajouter plus d'informations à cette vidéo. Entre autres, c'est quoi les avantages et désavantages d'imprimante à filament versus imprimante à résine. Mais règle générale, on va dire que si on veut fabriquer des pièces qui sont fonctionnelles, on va y aller avec une imprimante FDM, une imprimante à filament. Si ce qui est très important, c'est les détails et que c'est pas trop grave que ce soit un peu plus fragile, là, ça peut être avantageux d'aller vers une imprimante à résine. Bien sûr, c'est pas une loi qui est coulée dans le béton, c'est juste que généralement, c'est ça qu'on dit à propos de ces imprimantes. Les imprimantes 3D à résine, il y en a plusieurs types, dont le SLA et le DLP. Le SLA va utiliser un laser et des miroirs, et les miroirs vont en quelque sorte guider le laser super rapidement pour faire durcir la résine de façon stratégique et encore une fois accumuler des couches pour fabriquer un objet imprimé en 3D. Et celle-là, type DLP, au lieu d'utiliser un laser, on va utiliser une méthode de projecteur qui va projeter une couche à la fois. Et ça a ses avantages et ses inconvénients. Généralement, les imprimantes SLA vont être plus chères que les DLP, mais elles vont avoir une meilleure qualité d'impression. Les DLP, c'est un petit peu moins cher. On va peut-être pas être capable d'aller chercher la même qualité, mais on devrait être capable d'imprimer plus rapidement qu'une SLA et on devrait quand même être capable d'avoir une meilleure qualité avec ça qu'avec des imprimantes à filament. Encore une fois, c'est pas des lois universelles, c'est vraiment de la généralisation, mais ça vous donne une bonne idée de la différence entre les deux types d'imprimantes. Encore une fois, il va y avoir des liens dans la description pour ajouter plus d'informations. Donc aujourd'hui, on va regarder la FLSUN S, imprimante à résine de type DLP, comme je l'ai dit tantôt. Et au lieu de juste faire un review sur cette imprimante, ben cette vidéo-là, ça va être mes premières expérimentations avec l'impression à résine parce que j'ai jamais touché à ça auparavant. Puis je pense que ça va être intéressant de voir qu'est-ce que c'est capable de faire. Je vous entends déjà me demander si je vais essayer d'autres imprimantes à résine et je ne sais pas encore. Pour l'instant, il n'y a rien qui est prévu, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans le futur. Ok, alors cette imprimante-là, elle vient avec son alimentation. Ça nous envoie du 12 volts 6 ampères. Et qu'est-ce qui est cool, c'est que vu qu'on n'utilise pas de chaleur, vu qu'on n'a pas beaucoup de moteurs dedans, contrairement aux imprimantes à filament, ces types d'imprimantes-là sont moins énergivores. Alors à l'avant, on a un écran tactile d'une bonne grandeur, c'est quand même pas mal. Ça ici, c'est le couvercle, parce que pendant qu'on imprime, on veut pas trop exposer la résine à l'air ni à la lumière du soleil, par exemple, parce que sinon, ça va faire durcir la résine, et on veut seulement que la résine durcisse aux endroits où est-ce qu'on projette nos couches à imprimer en 3D. Si on tourne sur le côté, ben il n'y a pas grand-chose ici. On va aller tout à l'arrière. Deux ports USB, je sais pas pourquoi on en a deux, mais on en a deux. Alimentation, ventilateur. Si on monte tout en haut, on a aussi une autre prise d'alimentation, et on va regarder pourquoi on en a une autre là tout à l'heure. Tout le tour ici, on a un genre de joint en caoutchouc. Ça va nous assurer que le couvercle est bien appuyé sur la base de l'imprimante. Il n'y a pas d'air qui va circuler, il n'y a pas de lumière qui va entrer. On a de la résine, 500 grammes. Ça sent un petit peu fort, donc ils nous ont fourni un genre de masque comme ça, un genre de petit masque de chirurgien. Je sais pas à quel point ça peut aider avec les odeurs et je sais pas à quel point les odeurs peuvent se répandre dans la pièce. Donc, utilisez ça dans une pièce qui est bien aérée. Moi, je vais mettre ça dans ma box ici. J'ai un ventilateur juste là. Mon tuyau passe à l'arrière et tout à l'heure, je vais ouvrir la fenêtre. Donc, quand je vais faire des manipulations avec la résine, l'imprimante va être là-dedans et ça devrait empêcher les odeurs de trop pénétrer dans la pièce. On a une Allen key, on a une clé USB 3.0 de 8 Go et on a des gants parce que supposément que la résine sur la peau, c'est pas super bon. Inutile de dire qu'on n'en veut pas dans les yeux ni dans la bouche non plus. J'ai soulevé le couvercle, donc ici, bon, on voit un petit peu mieux l'imprimante, elle ressemble à quoi. Ici, on a le plateau d'impression, donc ça va imprimer à l'envers, ça va coller là-dessus. C'est sur une tige filetée, bien sûr, parce que ça peut descendre et monter. Sous cette petite plaque d'acrylique, si je dévisse, on va voir le réservoir à résine. J'enlève ça et vous voyez, on met la résine là-dedans. Et si j'enlève ça, on peut voir qu'au fond, il y a un genre de petit plastique. Et ce petit plastique-là, si jamais il est endommagé, percé ou quoi que ce soit, supposément que c'est facile à trouver en ligne, puis il faut juste défaire toutes ces vis-là et remettre le plastique et remettre les vis. Ici, on a l'écran LCD, puis juste en dessous, on a le projecteur. Et c'est grâce à la combinaison de l'écran LCD et du projecteur qu'on va être capable de projeter une couche au complet de notre fichier à imprimer en 3D. Aussi, sur la tête, on a quelques petites vis parce que bien sûr, il faut que le plateau soit bien à plat et il y a une fonction d'auto-leveling et à ce que je peux comprendre, tout ce que ça fait, c'est qu'on dévisse ces trucs-là, on fait descendre le plateau
haut, ça va être droit bien sûr, et ensuite on revisse les vis et merci, bonsoir, ça devrait être réglé. Le petit truc en acrylique ici, c'est si jamais vous avez terminé une impression et que vous voulez laisser de la résine dedans, on met cette plaque d'acrylique par-dessus. Malheureusement, moi, la mienne, elle est déjà craquée, je sais pas trop pourquoi, mais ça devrait empêcher un petit peu de circulation d'air et ça devrait empêcher la lumière d'atteindre la résine. Par contre, j'imagine que le mieux, ce serait de remettre la résine inutilisée dans le même pot ou un autre pot peut-être. Pendant une impression, je sais pas si la résine, elle a le temps de vieillir un petit peu, donc je sais pas si c'est une mauvaise idée de la remettre dans le même pot. Donc je pense que l'idéal, ce serait de garder un petit pot semblable à celui-là, seulement pour la résine qui a déjà été utilisée, mais qui n'a pas durci. Mais vous voyez que côté mécanique, c'est très simple comme imprimante. Il y a juste ça qui monte et qui descend. Le reste, c'est entièrement électronique. La fenêtre est ouverte, le système d'évacuation d'air est en fonction. On peut commencer à travailler sur l'imprimante. OK, le mode d'emploi dit de s'assurer que les deux vis qui sont là doivent être bien vissées. Donc, je me suis assuré que c'est bien vissé et ça dit de dévisser les 4 petites vis qu'il y a sur les côtés à l'aide de la Allen key qui est fournie. Bon, voilà, le plateau peut bouger librement. Là, j'avoue que mettre mes doigts directement sur la plateforme, c'était peut-être pas la meilleure idée. Je sais pas si ça peut empêcher la bonne adhésion de notre impression 3D. Donc, je vais nettoyer cette surface-là. J'ai aussi nettoyé les deux côtés du plastique qu'il y a au fond de notre réservoir pour être sûr que ce soit bien propre parce qu'on l'a dit tantôt, ça fonctionne par une méthode de projection, donc il faut que ce soit propre. J'ai branché l'imprimante, ça dit Starting Up. Bon, ça nous dit de nettoyer ce truc-là, de dévisser ces trucs-là. On va faire Next parce que c'est déjà fait. Là, ça commence à descendre, donc j'imagine que ça va descendre jusqu'en bas. Ça s'est rendu jusqu'en bas, donc en théorie, ça devrait être de niveau, puis il va juste rester à visser les 4 vis. Mais pendant que ça descendait, je me suis rendu compte que le plateau, il se promenait un petit peu de gauche à droite en descendant, donc je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner pendant l'impression, mais ça m'inquiète un petit peu. Je pense qu'il aurait fallu que la vis, elle soit pas juste dans le vide en haut, il aurait fallu que ce soit tenu avec un petit roulement à billes, ça aurait été beaucoup plus stable, je crois. Bon, ok, c'est bien serré, je vais faire Done, et là, l'imprimante, elle remonte un petit peu, donc je sais pas jusqu'à quelle hauteur elle va remonter, on va voir. Elle s'est arrêtée à une position Z de 100 mm de haut. Si on regarde l'interface en haut, on va avoir le fichier qui est sélectionné. En ce moment, il n'y a rien. Position Z, le nombre de couches, le temps, le statut de la LED. Et ici, ça dit que le statut de l'imprimante, c'est que c'est prêt à imprimer. Le fichier à slicer, parce que cette imprimante-là a un slicer intégré. J'y reviens tout à l'heure. Ça, j'imagine que c'est le pourcentage de complétion. Ça, c'est pour démarrer l'impression, arrêter l'impression. Et ça, c'est faire une pause. Si je clique ici, je devrais pouvoir voir ma clé USB. Et net, ça semble être le stockage interne de l'imprimante. Et en passant, cette imprimante-là, on peut la connecter au Wi-Fi et y accéder par FTP. Sur la clé USB, il y a un logiciel pour Windows qui vient avec et ça a certaines fonctionnalités Wi-Fi aussi. Vous voyez ici Control Center et Creation Shop, c'est les deux dossiers des logiciels Windows qui sont fournis avec l'imprimante. Mais on va aller dans les Test Models et on a le choix entre MMS et STL. Cette imprimante-là ne fonctionne pas avec du G-Code. Le G-Code, ça fonctionne avec les imprimantes FDM, ça fonctionne avec des CNC, mais pour les imprimantes à résine, ça ne fonctionne pas. Donc ça marche avec du MMS, donc moi je vais y aller avec un modèle qui est déjà suggéré. Je vais choisir le Diamond Sphere. Mais là, vu que je vous ai dit que ça fonctionne pas avec du G-Code, ça veut dire qu'on peut pas utiliser Cura, on peut pas utiliser Simplifier 3D non plus pour slicer notre modèle, donc pour passer d'un modèle 3D à un fichier que l'imprimante peut lire. Et comme je vous ai dit, avec cette imprimante-là, il y a donc deux logiciels qu'on peut utiliser pour slicer sur l'ordinateur nos fichiers, puis ensuite soit par USB, soit par FTP, on peut envoyer ça dans l'imprimante pour pouvoir les imprimer. Ou sinon, plus cool que ça, si on utilise directement un fichier STL, on peut le slicer directement dans l'imprimante. Donc on choisit le slicer par défaut, on peut faire Edit, Up, Down pour se promener là-dedans. Si je clique là, j'ai un clavier, voilà. Super bien fait. Mais bref, si vous imprimez avec un fichier STL, vous pouvez slicer directement sur l'imprimante si votre fichier est plus petit que 20 mégaoctets, si je ne me trompe pas. Donc en fait, au lieu d'y aller avec un fichier MMS, pourquoi ne pas essayer un fichier STL? Alors on va encore y aller avec le Diamond Sphere. Donc il va falloir que l'imprimante elle-même elle slice notre fichier. Donc j'espère que les paramètres par défaut dans l'imprimante sont bons, puisque je n'ai aucune expérience avec les imprimantes à résine. Ça risque d'être un désastre. Si je clique là, j'ai accès au contrôle manuel de l'imprimante. On peut faire bouger l'axe des Z, on-off pour le projecteur. Show Example, ça vient d'afficher ça sur le projecteur. Donc je vais faire off pour éteindre ça. Clear Tank, si je ne me trompe pas, ça va faire durcir une couche et ainsi ça va être plus facile de tout nettoyer le réservoir, du moins c'est la théorie. Ça c'est pour éjecter la clé USB. Arrêt d'urgence. Auto-leveling, auto-shut, je pense que c'est pour éteindre l'imprimante automatiquement une fois que l'impression est terminée. Ici, on a le choix entre impression normale ou impression optimisée, donc ça va changer
quelque chose, je suis pas trop certain. Et ça ici, c'est le Auto Home, donc je vais cliquer là-dessus et le X s'enlève et ça va faire un Auto Home au début de l'impression. Donc je pense que c'est ça qu'on veut. Ensuite, je vais appuyer ici pour retourner au menu principal. Si je clique ici, je vois les informations. Je suis pas connecté au réseau. L'écran, c'est 1920 par 1080, donc je sais pas si ça parle de l'écran ici ou de l'écran du projecteur, mais ça ici, j'ai pas l'impression que c'est du 1920 par 1080, donc ça doit parler du projecteur, le port série, la version, et ensuite si j'appuie ici, c'est pour faire un shutdown pour éteindre l'imprimante. Bon, je crois qu'on est déjà rendu à mettre la résine dans le réservoir. Par mesure de sécurité, je vais mettre les petits gants qui sont fournis parce qu'apparemment, ça peut causer des genres de réactions allergiques si on est trop souvent en contact avec la résine ou quelque chose dans le genre. Ouais, bon, les gants sont comme un petit peu trop petits pour moi. J'arrive pas à mettre mes doigts jusqu'au bout. Bon, on va essayer de manipuler ça. Je crois que je dois en mettre jusqu'à la ligne qui est... Ben, j'essaie de pointer, mais j'ai comme pas de bout de doigt. Jusqu'ici, jusqu'au premier rebord, je crois que c'est là qu'il faut que j'en mette. Ah, et je viens de me rendre compte que l'écran a un genre de mode veille où est-ce qu'il devient un petit peu plus foncé quand ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé l'imprimante. Bon, écoutez, on va commencer à faire couler la résine. Ah, ben c'est une résine genre verte, c'est quand même joli. Bon, je pense que ça, c'est assez, j'imagine. Et là, le mieux, en fait, ce serait de pas tout renverser ça, je crois, hein. Start printing, OK. Là, ça dit Processing STL file. Vous voyez, il est en train de slicer mon fichier. Slicing en cours. Et là, ça commence à imprimer. Printing. Et là, le nom du fichier, ça commence à descendre. Imaginez si ça fonctionne d'un coup, comment je vais être heureux. Là, c'est sûr que je pourrais pas vraiment faire de time-lapse avec ma GoPro comme d'habitude parce que je vais avoir le couvercle qui va être par-dessus. Mais on essaiera de filmer une petite séquence quand même. Je suis vraiment inquiet du fait que le plateau se déplace de gauche à droite quand il monte et descend. Je sais vraiment pas qu'est-ce que ça va donner, ça. On est maintenant dans la résine. Peut-être que j'en ai trop mis même, on dirait. Ça vient de s'arrêter et j'imagine que là, on est en train d'exposer. Voilà, la LED, ça dit qu'elle est allumée. On est donc en train d'exposer la première couche. Dans les paramètres, je ne sais pas trop combien de temps c'est réglé en ce moment pour le temps d'une seule couche, mais en tout cas, ici, ça dit que le temps, on est rendu à 1.90 sur 167.22. Mais je comprends pas trop à quoi correspond le temps, parce que ça, c'est définitivement pas des secondes. Bref, on a fait une couche sur 618, donc c'est quand même bien, j'imagine. À ce que j'ai cru comprendre aussi, on peut faire pause à tout moment. L'imprimante, elle va monter. On va être capable de constater si ça a bien collé ou pas à la plateforme. Et ensuite, on peut faire continuer, puis ça devrait recommencer à imprimer où est-ce que c'était. Mais pour l'instant, je vais la laisser tranquille un petit peu. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ça monte un petit peu. Ah, là, ça a bougé bizarrement, là. Qu'est-ce qui peut arriver parfois, c'est que la résine, au lieu de coller au plateau, elle peut coller au plastique du réservoir. Donc ça, j'ai un petit peu peur que ça arrive. Bref, je vais la laisser fonctionner un petit peu, puis je vous reviens plus tard. J'ai laissé l'imprimante imprimer un petit peu, puis ensuite, j'ai fait pause et j'ai remarqué que mon impression avait collé au plastique au fond du réservoir au lieu de coller sur le plateau. Alors, je me suis dit soit que mon auto-leveling n'est pas bon, soit qu'il y a un problème dans les paramètres du slicer de l'imprimante. Alors, ce que j'ai essayé de faire, au lieu d'imprimer un STL slicé sur l'imprimante, j'ai mis un des fichiers MMS déjà slicé. Et là, cette fois-ci, ça colle bel et bien au plateau. Ça ne colle pas au fond du réservoir, donc ça, c'est déjà bien. Et j'ai remarqué qu'avec les fichiers MMS déjà slicés, la première layer, le projecteur est allumé pendant 140 secondes. Et ensuite, entre chaque couche, le projecteur est allumé pendant 10 secondes. Et ça, d'après moi, le temps entre chaque couche, ça va dépendre de la résolution qu'on va utiliser pour fabriquer notre objet. Alors, si on imprime en 0,02 mm, chaque couche doit durcir moins longtemps que si on imprime en 0,2 mm. C'est 10 fois plus épais quand même. Alors, il va falloir que ça durcisse plus longtemps. Mais je pense que la clé pour que ça colle au plateau et non au fond du réservoir, c'est vraiment de faire durcir la première couche pendant assez longtemps, 140 secondes comme je vous ai dit tantôt. Donc là, ça fait un petit bout que ça travaille et je suis content d'avoir ma petite box ici avec le système d'évacuation d'air parce que ça sent quand même assez fort. En ce moment, ça sent rien dans la pièce justement à cause de mon système d'évacuation. Mais quand j'ouvre la porte à l'avant de ma box et que je travaille avec l'imprimante, si je rentre ma tête un petit peu à l'intérieur, ça sent assez fort. Alors utilisez ça dans un endroit bien aéré, sinon ça peut être vraiment désagréable. Le temps qui est juste ici, je vous disais que ça, c'était pas des secondes. Et effectivement, c'est pas des secondes, mais ça, le 17, c'est des minutes. C'est juste qu'au lieu que les secondes soient de 0 à 60, c'est de 0 à 100. Donc ça veut dire qu'en tout, ça va prendre 335 minutes, ce qui est équivalent à environ 5h30 pour cette impression-là. Je vous reviens quand il y a du nouveau. L'imprimante a imprimé pendant environ 30 minutes. Et désolé si ma voix est un petit peu bizarre, je porte le masque pour réduire un petit peu les odeurs. Si je regarde au fond, on dirait qu'il n'y a rien qui a collé. Et si on regarde au-dessus, on voit que ça fonctionne. On voit des petits piliers qui sont en train de se fabriquer, qui vont soutenir notre sphère. Donc, je vais appuyer sur Start pour continuer l'impression.
puis on va revenir voir plus tard. Tantôt, j'ai fait pause sur l'impression pour voir c'était rendu comment et j'ai remarqué quelques défauts. Vous pouvez remarquer que sur les côtés de la sphère, il y a des genres de petites bosses à quelques endroits. Et ça, c'est parce que, comme je vous l'avais dit tantôt, le plateau, quand il se déplace, il a tendance à se déplacer un petit peu de gauche à droite. Et je me disais que c'était probablement pas normal, mais je voulais laisser un petit peu travailler pour voir qu'est-ce que ça donnerait. Et effectivement, c'est pas normal. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que le système qui fait que le plateau, il glisse sur la genre de barre de métal, il était super mal ajusté, il était super lousse et ça fait que le plateau en tant que tel, il était super lousse. Et c'est pour ça que j'avais l'impression que la vis, elle bougeait un petit peu. Et c'est pour ça que j'avais dit qu'il aurait fallu qu'il y ait un genre de roulement à billes pour pouvoir maintenir la vis en place. Mais là, maintenant que ça c'est réparé, regardez ça. Ce truc-là ne bouge plus du tout, c'est super solide. Maintenant, je devrais plus avoir de problème. Alors maintenant que je sais que ça c'est réparé, je vais faire un nouveau auto-leveling et je vais démarrer l'impression de quelque chose d'autre. Mais là, j'ai envie de faire un petit Benchy Boat parce que pourquoi pas. Mais je voulais juste vous montrer que les fichiers MMS, donc ça je vous disais que c'était les fichiers STL convertis en fichiers que l'imprimante peut lire. Si on les ouvre, c'est une genre d'archive et à l'intérieur, on a des fichiers SVG, des genres d'images. Et si je rouvre l'image, vous pouvez voir le pattern qui est projeté dans l'imprimante. Puis si je sélectionne une autre image, vous voyez, ça c'est un autre pattern semblable à l'ancien. Mais bref, c'est toutes des images comme ça, une image par couche. Puis ensuite, tout à la fin, on a un fichier JSON. Et c'est là qu'on va en quelque sorte avoir la partie G-code. Donc ça, c'est le temps que ça prend. Ça, c'est le nombre de couches qu'il y a. Ce fichier-là, il est imprimé avec une résolution de 0,05 mm. Une assez bonne résolution, mais en théorie, on peut aller encore plus bas que ça. Là, vous voyez le G-code qui fait déplacer le plateau. Ensuite, ça appelle l'image. Ça appelle vraiment là, les images une à la fois. Ça monte le plateau, ça descend le plateau. C'est super simple en tant que tel. Donc, je vais me prendre un fichier STL de Benchy Boat tout à fait normal. Je vais mettre ça dans la clé USB. Je vais mettre ça dans l'imprimante. Et dans l'imprimante, dans les paramètres du slicer que je vous ai présenté tout à l'heure, je vais mettre 100 millisecondes pour la première couche et je vais mettre 10 millisecondes entre les couches et je vais l'imprimer à une résolution de 0,05 mm. Bien hâte de voir comment ça va se comparer au Benchy que j'ai déjà fait auparavant avec mes imprimantes FDM. Ok, je suis prêt à vous montrer des résultats. Donc ça, on l'a déjà regardé tantôt, la petite boule que j'ai arrêtée d'avance parce que j'ai remarqué qu'il y avait des petites bosses ici. Après avoir ajusté le système de guidage de l'axe des Z et après avoir graissé la vis de l'axe des Z, ça a pas mal réglé le problème. Je ne l'ai pas retesté avec ce modèle-là encore, je vais faire ça dans le futur. Mais j'ai imprimé un Benchy Boat que je vais vous montrer tout à l'heure et il n'y a pas eu de problème dans ce genre-là. Mais bref, on voit quand même là, le niveau de qualité qu'on est capable d'aller chercher. C'est quand même très impressionnant. Il n'y a pas de débordement ou quoi que ce soit. Ensuite, je vous ai dit que je voulais imprimer un Benchy Boat et déjà mon premier test, ça a été de faire juste ça. C'est les quelques premières layers et comme vous pouvez voir, on est capable de lire ct3d.xyz. Translucide, on peut voir mes doigts à l'arrière. Quand même cool, puis c'est très clair en fait, c'est brillant un petit peu même. Maintenant que ça a été bien lavé et que ça a séché un petit peu sous les rayons ultraviolets, c'est sec au toucher, c'est pas collant. Même chose pour cette boule là. Ça c'est un Benchy qui a été fait avec une imprimante à filament bien sûr. On arrive à voir avec la lumière à quoi ça ressemble la surface, la texture. Ça a été imprimé en 0,2 mm et l'imprimante que j'ai utilisée pour faire ça peut aller jusqu'à 0,05, mais ça c'est en 0,2. Ça c'est ce qui a été imprimé avec la résine. Ça a été fait en 0,05. Donc bon, la comparaison ici elle n'est pas exacte puisque avec l'imprimante à filament, j'aurais pu le faire en 0,05, sauf que je prends juste un Benchy que j'ai déjà fait pour comparer. Ça va quand même vous donner une idée de la différence de finition. Donc vous voyez avec les reflets de lumière, on voit que la finition elle est très différente. Bon, bien sûr, on voit qu'ici, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus lisse. Oui, entre autres, c'est parce que ça a été fait avec une meilleure résolution que celui-ci, mais aussi c'est parce que c'est de la résine qui a été utilisée, donc ça change un petit peu la texture. Si on regarde la première layer,
pas du tout pareil, hein? Ça c'est complètement plat. Et ça on voit que c'est des lignes qui ont été faites une par une. Même chose si on regarde sur le dessus, on voit que c'est complètement différent. Puisque c'est fait un petit peu en diagonale, on voit quand même la progression des couches. Là on le voit assez bien même. Mais vous voyez que le type de finition est très différent. Regardez le dessus où est-ce qu'il y a la cheminée. Encore une fois, ça c'est complètement plat. Si on regarde la surface du dessus aussi, juste là, pas pareil du tout. J'essaie de vous montrer là, avec la lumière. Ici, vous voyez, c'est encore un petit peu mouillé puisque j'ai lavé le bateau. Bon, bien sûr aussi, vous remarquez que le bateau, il est translucide. Surtout si on regarde comme ça, on voit encore mieux. Il existe certainement des résines qui sont plus opaques si vous préférez avoir un fini opaque. Mais ça donne un look assez différent quand même, c'est cool. Mais moi, où est-ce que je veux apporter votre attention, c'est le haut de la porte. Si je mets la luminosité au maximum, vous voyez qu'en haut ici, on voit que l'imprimante à filament, elle a un petit peu de difficulté. Versus si on regarde ici, on voit que l'imprimante à résine, ça, aucun problème à faire ça. Donc, deux types d'imprimantes qui ont leur plus et qui ont leur moins. Deux types d'imprimantes qui donnent des finis assez différents et qui vont être utilisés dans des contextes différents aussi. Par contre, ce que je viens de remarquer, c'est que c'est assez facile à rayer sur le côté. Vous voyez, je prends juste mon ongle et je suis capable de le rayer. Et là, si je frotte dessus, peut-être qu'avec la friction et la chaleur, ça peut se réparer. Ouais, ça diminue un petit peu, mais je remarque que c'est assez facile à rayer, mais là, je vous laisse regarder une dernière fois de plus près le type de finition que ça donne, puis ensuite, on va aller vers la conclusion. Et je tenais à dire aussi que le BenchyBoat, c'est surtout un test de benchmark pour les imprimantes à filament. C'est fait pour faire travailler fort les imprimantes à filament, donc c'était pas tellement un test de stress pour l'imprimante à résine, mais je voulais quand même l'imprimer parce que c'est quelque chose que j'imprime toujours avec mes imprimantes. C'est devenu un petit peu symbolique même. Je vais essayer de pas trop m'éterniser parce que j'ai l'impression que cette vidéo va déjà être bien assez longue. Quelques petits trucs à garder en tête. Généralement, si on compare une imprimante 3D à filament et une imprimante 3D à résine d'une même gamme, l'imprimante à résine va être plus chère parce que côté consommateur, les imprimantes à filament ont été plus populaires et elles ont évolué beaucoup plus vite que les imprimantes à résine. Le coût de la résine, souvent, il va être plus cher que le coût des bobines de filament. Bien sûr, ça dépend quelle sorte de résine. Ça dépend aussi quelle sorte de filament. Mais encore une fois, si on compare par exemple un PLA tout à fait ordinaire avec une résine tout à fait ordinaire, puisque les imprimantes 3D à filament sont plus populaires chez le consommateur, les filaments ont évolué plus rapidement, les prix ont été capables de baisser, et la résine, c'est le contraire, ça a moins évolué, et donc les prix sont un petit peu plus hauts. J'ai l'impression que la demande, c'est pas la même non plus, et donc peut-être qu'il y en a moins en stock aussi, donc ils peuvent pas se permettre d'avoir des prix aussi bas. Bref, là, je suis en train de faire une analyse de marché, mais c'est juste bon à savoir. Avec une imprimante 3D à filament, ben, je prends ma bobine, 1 kg par exemple, je vois quelle quantité qui me reste dedans à peu près, je me mets à imprimer, puis j'en ai quand même un bon bout à pouvoir me dire qu'il reste bien assez de filament, et si je veux, je peux utiliser une bobine de 2, 3, 4 kg, sauf qu'avec la résine, on est limité par la grandeur de notre petit réservoir, donc peu importe la grandeur de la bouteille que j'achète, je suis toujours limité par la grandeur de mon réservoir, et si je mets trop de résine, le plateau quand il descend, il va descendre dans la résine va embarquer par-dessus le plateau, puis ensuite là, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et la résine qui est sur le dessus du plateau, si on n'essaie pas de la pousser dans le plateau, ben ça se peut qu'elle finisse par durcir, puis là, ben, on vient de perdre de la résine inutilement. Donc ce que j'ai remarqué, c'est que c'est mieux de mettre un petit peu moins de résine, mais d'en remettre régulièrement. Il faut faire attention, faut pas qu'il manque de résine, parce que sinon l'impression va être ratée. Mais voilà, à part si vous fabriquez un système automatisé qui va faire couler régulièrement de la résine dans le réservoir, vous allez être limité par la grandeur du réservoir. Il va souvent falloir aller vérifier qu'il reste assez de résine et au besoin en ajouter. Autre aspect intéressant, habituellement avec les imprimantes 3D à filament, je suis habitué que si j'ai une grosse layer à fabriquer, ça va être plus long à faire, puis ensuite si j'ai une plus petite layer, ça va être moins long. C'est normal, l'abuse. Pour la grosse layer, il faut tout qu'elle fasse la grosse layer. Et pour la plus petite layer, plus petite couche, je devrais dire, ben là, il faut juste que ça fasse la petite couche. Donc, c'est beaucoup moins long. Par contre, avec l'imprimante à résine de type DLP, c'est pas comme SLA. SLA, on l'a dit, c'est un laser, donc ça va beaucoup plus ressembler à comment ça fonctionne avec le filament. Mais avec l'imprimante DLP qui projette une couche à la fois, ben dans le slicer, on va dire à l'imprimante, selon la résolution qu'on met, projette chaque layer pendant tant de temps, puis ensuite passe à la prochaine et passe à la prochaine. Ce qui fait que faire une grosse layer, ça va prendre le même temps qu'une tout petite. Donc ça, c'est à garder en tête. Si vous fabriquez quelque chose qu'à la base, ça mesure 10 cm, puis qu'au sommet, ça mesure 1 mm de large, même où est-ce que ça mesure seulement 1 mm, la couche va prendre le même temps à faire que où est-ce que ça mesure 10 cm. Alors, dans certaines situations, l'imprimante DLP peut être plus rapide, mais dans d'autres situations, ça peut être plus lent. Bon, bien sûr, on l'a dit, ça sent quand même assez fort. Moi, avec mon système d'évacuation d'air, ça sentait absolument rien dans ma pièce, donc je m'en suis assez bien sorti. Sauf que s'il n'y a pas beaucoup de circulation d'air où est-ce que vous travaillez, ça se peut que ça sente fort. Je sais pas si ça peut aller jusqu'à donner des maux de tête, je sais pas si ça peut être dangereux pour la santé, mais si j'étais vous, je prendrais quand même certaines précautions.
précautions. Le point le plus important à mentionner, je pense, c'est qu'il y a beaucoup de nettoyage à faire. Bien sûr, vous pouvez prendre des raccourcis et pas tout nettoyer à chaque fois, sauf que si vous voulez vraiment tout nettoyer à chaque fois, ben là déjà vous devez avoir une deuxième bouteille pour la résine, parce que la résine utilisée, vous voulez pas la mélanger avec la résine qui est neuve, vous pourriez la contaminer d'une manière ou d'une autre. Cette bouteille-là, faut pas que la lumière puisse entrer dedans, sinon la résine va durcir. Les impressions, moi, je les nettoie à l'eau et au savon, et ensuite je passe avec un petit chiffon et de l'alcool 99%. Ça devient beaucoup moins collant. Ensuite, je peux mettre ça sous les rayons ultraviolets, puis ensuite c'est plus du tout collant au toucher. Mais ça aussi, c'est une petite partie où est-ce qu'il faut faire du nettoyage. Ensuite, il faut nettoyer le plateau, donc je fais à peu près la même chose. Je mets ça dans l'eau avec du savon. Ça, je mets ça sous l'eau chaude avec du savon. Par contre, les prints, je mets pas d'eau chaude parce que ça devient assez mou. Ça, j'y vais avec de l'eau froide. Mais pour nettoyer les parties de l'imprimante comme donc le plateau et aussi le réservoir, ça, je mets ça sous l'eau chaude, savon, je frotte un peu, puis ensuite, une fois que c'est sec, j'y vais avec de l'alcool, 99%. Je pense que ce qui est conseillé, c'est 90% et plus. Et chaque fois qu'on manipule de la résine et qu'on fait du nettoyage de résine, c'est important de porter des gants parce que ça peut être très mauvais pour la peau. Apparemment, on peut développer une genre d'allergie. Je me suis pas trop informé là-dessus encore, mais apparemment, ça fait ça aussi avec de l'époxy. Si on en a trop souvent ou trop longtemps sur les mains, on peut développer des genres d'allergies, puis ça peut être assez désagréable, même peut-être que ça peut être grave. Si vous avez des informations là-dessus, je vous invite à laisser ça dans les commentaires. Là, dans cette vidéo, c'était vraiment ma première expérience avec une imprimante à résine, donc j'ai pas vraiment expérimenté avec des paramètres de slicer. Mon petit bateau, c'est 100% infill. C'est pas comme mon bateau à filament ici, que l'intérieur il est seulement 15% plein. Lui, je l'ai fait à 100%, donc ça bouffe quand même plus de résine que s'il avait été fait avec un certain infill. Alors, j'ai pas encore lu sur le infill pour les imprimantes à résine. Je sais pas s'il y a d'autres choses qu'il faut penser ou si le infill, ben, c'est juste du infill normal comme les imprimantes à filament. Quand on a des pièces qui ont des zones qui sont au-dessus du vide, apparemment le support on le fait pas exactement de la même façon. Donc ça, j'ai pas encore expérimenté avec ça. Ce sera pour de prochaines vidéos probablement. Bref, si vous voulez plus de vidéos sur les imprimantes à résine, laissez-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez une imprimante à résine et que vous êtes un utilisateur avancé, n'hésitez pas à me laisser tous vos conseils dans les commentaires. Encore une fois, je serais très heureux de pouvoir apprendre plus vite grâce à vos conseils. Bref, je suis encore en train de m'éterniser. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux YouTube, Facebook, Twitter, et Instagram. Et moi, je vous revois la prochaine fois dans une vidéo. Ciao tout le monde!